Ouais. Bonjour à toutes et à tous pour cette réunion de Bob en présentiel et en distanciel et qui en plus sera filmée et retransmise sur un canal dont on vous dira le circuit plus tard. Aujourd'hui donc on va cette réunion va être autour du ce qu'on a appelé le BIM en vrai, c'est-à-dire un peu le BIM dans le cambouis on va dire, pour voir un peu comment ça se passe sur les projets en réalité et voir les difficultés auxquelles on se confronte et comment on essaie de les résoudre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible de faire un petit tour de table rapide pour que tout le monde se présente en trois mots? Parce qu'il y a pas mal de nouvelles têtes dans ces réunions et c'est bien aussi, ce lieu est aussi un lieu de convivialité et c'est bien qu'on puisse se reconnaître les uns les autres. Donc je vais commencer puisque j'ai la parole. Donc je m'appelle Marc Dubois, j'ai un bureau d'études qui s'appelle Marge Ecobim sur Rennes. Je travaille dans pas mal de projets BIM en hôpitaux, écoles ou des projets plus petits. J'ai une autre activité plutôt thermique parce que j'essaye de faire aussi de la thermique, de la rénovation thermique du bâtiment. Mais ce qui me prend le plus de place en ce moment, c'est la partie plutôt BIM. Et c'est pour cette raison que je présente cette session avec Yann qui va se présenter aussi et avec qui on travaille ensemble. Voilà. Bon, alors donc moi c'est Yann Chaussavoine. Je travaille avec Marc, on va dire, à ce qu'il a indiqué en termes d'activité. Moi j'ai aussi en plus une activité de formation sur les logiciels voilà, de base. Et voilà, donc moi je fais du BIM ou des équivalents de BIM depuis fort longtemps avec une petite pointe dans les liens avec les IGMA. Philippe Terrasson, architecte associé de l'agence Bakelite basée à Verne-sur-Sèche, l'agence qui réalise la majeure partie de son activité dans le logement collectif pour la promotion privée et les bailleurs sociaux. Et on travaille sur l'optimisation de nos processus en interne et en essayant de les diffuser auprès de nos promoteurs pour faire rayonner un peu nos process et qualifier un peu tous les parcours de ces projets de logement collectif. Bonjour, donc Ghislain Nouvel, moi je suis responsable et animateur d'une plateforme technologique à l'université de Rennes qui s'appelle Mobi, dont une des activités est le bâtiment intelligent, le bâtiment numérique. Ça va de la GTB, la domotique, les objets connectés, les protocoles de communication et les outils numériques pour les métiers du bâtiment. Donc aujourd'hui, tout ce qui est BIM, réalité virtuelle et augmentée. Aujourd'hui, c'est les sujets que j'ai traités. Simon Gouenard, Product Owner chez Vayen Data, donc on est MSI, donc Master Système Intégrateur, l'équivalent d'un AMO Smart Building, et développeur d'une surcouche sur le logiciel Niagara, qui est un superviseur GTB. Donc essentiellement le traitement de la data, de moins en moins de BIM, mais de plus en plus de data. Voilà. Hugo Le Bissonnet, je suis actuellement coach BIM et technical trainer chez CIP, où j'aide notamment les architectes et la maîtrise d'œuvre à se mettre dans le processus BIM. Et en plus de ça, je suis du coup community manager chez Bob. Du coup, Aurélie Besséral, coordinatrice modélisation et consolidation de maquettes numériques au sein du groupe Legendre. Donc après, nos missions sont assez variées. Le service est data et construction numérique, donc qui englobe de larges missions au niveau du BIM, aussi bien en BIM management, modélisation, consolidation, c'est-à-dire développement du DOE par exemple, enrichissement avec de la data, et également développement du BIM 5D.
Baptiste Dillasser, moi je suis BIM manager dans le bureau d'études BETDI Dillasser à Carhaix. Donc bureau d'études fluides et prestations en BIM, BIM management et donc, un peu de modélisation. Et bienvenue. Merci. Benoît Lecriou, je suis responsable BIM chez Cardinal Edifice. BIM management, de la synthèse, on déploie les outils numériques d'une manière générale dans l'entreprise. Bonjour, Yves-Laurent Martin, société Atlanca. Donc, on a pour mission d'accompagner des clients, tant sur la partie logicielle que accompagnement. On est aussi BIM manager et développeur d'outils sur Autodesk. Bonjour, Vincent Cussonneau, enseignant à l'UIT de génie civil de Rennes, en charge une thématique de formation en lien avec la construction, plutôt avec les bâtiments, technologie, méthode, et puis je suis le responsable informatique du département, donc j'essaie de mettre en marche les pratiques BIM au sein de la formation de l'UIT. Et puis il y a notre hôte qui ne s'est pas présenté. Et caché tout au fond, Dominique Poirot, Fédération régionale du bâtiment de Bretagne, et responsable du centre de ressources numériques du bâtiment. Bien. Alors nous allons commencer. Alors on a fait un petit, avec Yann, on a réalisé un petit PowerPoint qui sera surtout un support pour pouvoir dérouler un petit peu toutes les questions. On n'a pas eu énormément de temps pour le peaufiner, donc ne nous en tenez pas rigueur. Néanmoins, on a essayé de le dramatiser un petit peu pour que ça prenne un petit peu une autre relation, une autre dimension. C'est pour ça que vous voyez cette image. Et on a voulu intituler la présentation « Les mystères de la porte rouge », histoire de créer un petit peu de suspense, ou le BIM en vrai, ce qui est quand même... et de l'appel d'offres jusqu'à la maintenance, ou bien en termes de bâtiment, du DCE jusqu'à la GMAO. Donc on va essayer de dérouler un petit peu les questions qu'on a rencontrées dans ces phases-là, les problématiques qui sont apparues, comment on a essayé de les résoudre, et puis l'idée c'est quand même que ce soit un échange et que les remontées d'expérience des uns et des autres puissent alimenter et enrichir ce débat. Donc, le BIM, ce n'est pas que la maquette, il faut aussi maîtriser diverses données d'urbanisme, de construction, de maintenance, etc. Et c'est là que ça commence à être un peu compliqué, quand il faut intégrer tout ça de façon cohérente pour que tout le monde puisse y avoir accès, le lire, le comprendre et l'échanger. Je vais passer rapidement sur le début, on va rentrer dans le vif un peu plus. Maîtriser les données donc, de description et de maintenance tout au long de la vie du bâtiment, ça veut dire les initialiser, les vérifier, les contrôler, les modifier, les transmettre, les partager, enfin l'aspect collaboratif, le partage, le travail ensemble du BIM. Facilement et instantanément si c'est possible. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Après l'attribution des lots aux entreprises, que se passe-t-il dans une opération BIM? Les attendus des différents acteurs sont-ils au rendez-vous? Donc là, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent en 3D depuis des années, des dizaines d'années, mais qui se confrontent à la partie BIM depuis peu et qui se rendent compte que c'est pas si simple que ça, d'intégrer toutes les informations. On reviendra un petit peu plus loin sur le fameux mystère de la porte rouge pour comprendre de quoi il retourne. Alors, en phase DCE, c'est-à-dire quand on arrive sur après l'appel d'offres et qu'on a répondu au cahier des charges, etc., et qu'on se rend compte qu'il faut passer en BIM. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises en sous-traitance qui ont eu les appels d'offres, qui ont bien vu, ou pas d'ailleurs, que c'était en BIM et qui se grattent la tête en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ?»
Et c'est là où effectivement ils se tournent vers des bureaux d'études un peu spécialisés pour prendre en charge cette partie-là. Sauf que à l'arrivée des maquettes DCE, alors qui sont soit en format natif, soit en IFC, on a des fois des grosses surprises. Je vais vous en montrer quelques-unes en retour d'expérience. Et on peut se poser ces questions-là un petit peu. Est-ce qu'elles ont été nettoyées avant d'être diffusées au moment de l'appel d'offres, au moment du DCE? Est-ce qu'elles ont été géoréférencées correctement? Est-ce qu'elles répondent aux conventions BIM? Souvent les conventions sont écrites après la modélisation, donc il y a des fois des écarts. Et puis il y a les questions par exemple des familles d'objets qui sont avec autre, sans autre. Enfin, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les différents formats, ça parlera peut-être, on en reparlera plus tard. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un chantier sur lequel je travaille à Concarneau, un PRC, où on reçoit une maquette. Alors, là, je vais basculer sur... donc là, je suis sur Revit. Voici la maquette qu'on reçoit, la maquette marché, d'accord? Donc vous voyez, si je zoome, il y a tous les objets dedans, et puis on a une arborescence qui fait 130 vues, et dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y a de bon, ce qu'il faut enlever, pas enlever, etc. Donc déjà, dans la production de la maquette marché, il y a tout un travail qui est fait ou pas par les bureaux d'études qui produisent ces maquettes-là. Et sur le même projet, puisque je travaille sur plusieurs lots sur ce projet-là, ben, j'ai des maquettes qui sont nettoyées. Alors, pourquoi ça vient du même bureau d'études, mais c'est des équipes différentes. Est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps? Est-ce qu'elles ne savent pas faire, etc. Enfin bon, il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser. Et là, quand on reçoit une maquette comme ça, on se gratte un peu la tête, on se dit, bon, comment on va faire pour pouvoir réorganiser un peu tout ça pour s'y retrouver et pas supprimer des vues qui pourraient être intéressantes. Donc là, il y a presque 2 jours de travail de nettoyage de ces maquettes marché qu'on peut recevoir. Et ça, on ne le sait pas à l'avance quand on répond. Pour chiffrer tout ce temps de travail, on ne sait pas. Un autre problème qu'on peut rencontrer aussi sur des maquettes marché, c'est que par exemple pour les lots fluides, CVC, plomberie, on a tout dans la même maquette. Là par exemple, pour un autre projet sur Josselin, on a le lot CVC, donc le lot plomberie, le lot fluides médicaux, mais qui sont des lots. Alors, CVC plomberie, ça peut être la même entreprise, mais les fluides médicaux, en général, c'est une autre entreprise. Et la modélisation qui a été faite de cette maquette n'a pas toujours bien suivi les protocoles pour séparer facilement tout ce qui concerne les fluides médicaux ou pas. Ce qui fait que quand on se retrouve après en phase synthèse, en exécution, on a des bouts qui peuvent être restés dans une maquette ou dans un autre, etc. Enfin, ça pollue après tout le travail de la synthèse. Donc, là aussi, en amont de la phase DCE, de la phase chantier, il y a un travail, je pense, qu'il faudrait pousser un peu plus pour que les maquettes soient un peu qu'il y ait une sorte de règle, de protocole, pour qu'on puisse trier plus facilement avec des filtres, etc. Donc ça se fait évidemment, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on se confronte un petit peu à ces problèmes. Là, dans une maquette comme ça, en plus, dans les classifications de systèmes, j'ai retrouvé je sais combien de classifications différentes qu'il a fallu comprendre pour pouvoir savoir si elle correspondait à tel ou tel réseau, etc. Enfin bon,
Je ne sais pas comment, parce que moi je ne suis pas en amont de ce travail-là, je ne sais pas comment sont faites les maquettes, si ceux qui les font sont en plusieurs et n'ont pas tous la même rigueur, la même façon de travailler. Donc c'est un petit peu ce qu'on rencontre quand on reçoit ces genres de maquettes. C'est pas ça. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On a sur le modèle que je vous ai présenté d'électricité, il y avait 130 vues sur la maquette marché. Aux différents logiciels sur lesquels chacun travaille. Là, ça c'est Jocelyn toujours, l'architecte a modélisé sur Archicad. Souvent les lots fluides travaillent sur Revit la plupart du temps, donc il y a un problème de bascule entre la maquette Archi et le fond de plan, on va dire la maquette sur laquelle on s'appuie dans les fluides avec Revit, où on ne peut pas transférer directement d'Archicad dans Revit, donc on est obligé de passer par un IFC. Et il faut savoir par exemple que traduire un IFC dans Revit, d'un modèle comme ça prend 4 heures ou 5 heures à mouliner dans Revit, même avec les plugins qui ont été faits sur Archicad Revit. Donc du coup, on reçoit des maquettes qui n'ont pas été retraitées vraiment. Et puis par exemple là, typiquement, je suis donc dans Revit avec une zone de définition et on voit que toutes les portes qui sont au-dessus de la zone de coupe apparaissent dans le modèle, ce qui est quand même un petit peu gênant pour aller chercher un peu des choses un peu plus précisément. Et en plus, le modèle qu'on va récupérer dans Revit n'aura pas toute l'information qu'avait mis l'architecte dans son modèle natif, Archicad. L'IFC va en supprimer un certain nombre. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça faudrait peut-être qu'il y ait des spécialistes de Revit qui peuvent répondre à la question de comment se fait cette traduction du modèle IFC dans Revit, mais on perd la plupart des informations qu'on a dans le modèle natif ou dans le modèle IFC. Souvent, on retrouve... Alors, les catégories, on peut les retrouver à peu près, mais c'est tout. On n'a pas toute l'information. Et puis souvent, enfin, si l'export depuis Archicad n'a pas été bien fait, on va se retrouver avec des modèles génériques, donc aucun moyen de les dissocier, de les classifier pour pouvoir filtrer un petit peu tout ça. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner après. Alors avant d'arriver à la phase déo, est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer par faire un petit tour de table d'échange avec tous ceux qui ont mis un peu les mains dans le cambouis aussi, pour si vous avez aussi des retours d'expérience par rapport à ça. J'ai plus une question sur ce que tu viens juste de dire avant. Oui. C'est certain que c'est l'import dans Revit qui pose problème, ou c'est avant tout l'export qui pose problème? Les deux. C'est-à-dire qu'au moment de l'export, il y a tout un réglage des IFC à faire. Ça, c'est normal, ok. Pour bien reconnaître les différents objets. Et Revit, quand on fait un import de cet IFC, perd beaucoup de données. Alors des fois, il récupère des catégories, mais pas toutes. Et les modèles qu'on a dans la maquette sont souvent des modèles génériques, où on peut avoir des familles de murs, de portes, etc., mais dans lesquelles on aura très peu d'informations. On aura les informations basiques
qu'il y aura dans l'IFC, mais on regardera sur la fameuse porte rouge toutes les informations qu'avait mis l'archi dans son modèle natif et qu'on ne retrouve pas du tout dans le modèle de Revit. Mais justement, est-ce que c'est pas un problème d'export dans le sens où Archicad, il y a toute une batterie de sélection à faire pour faire l'export de Archicad en IFC? Est-ce que justement il manquait pas des éléments, genre, je pense que de base il y avait des propriétés IFC, mais peut-être les propriétés natives n'étaient pas exportées par exemple. C'était limité aux propriétés IFC. Et donc du coup il n'y a que le minimum d'informations qui sont poussées dans l'IFC, et du coup que vous ne retrouvez pas sur Revit. Est-ce qu'il n'y a pas ici... Alors, Revit ne récupère sur ce pas de projet, toute façon les propriétés Tu peux les avoir sur une Archicad. visionneuse. Il va chercher que les propriétés de l'IFC, et encore je suis même pas sûr qu'il le fasse correctement. Si, la catégorisation des ouvrages, par exemple, s'ils sont bien catégorisés, normalement il doit avoir, tout ne va Mais pas tous être les transformé en P7, modèle génial. si tu as rempli tous les P7 correctement dans Ouais. ton IFC, je suis pas sûr qu'il récupère tout ça. Depuis Archicad? Bah non, depuis l'IFC. Depuis Revit, avec un IFC où tu vas remplir tous les P7 d'une porte ou Ouais. d'une pièce ou n'importe quoi, je pense pas qu'il récupère quoi que ce soit. Normalement, tu On devrais avait aller essayé voir, sur hein. les pièces, et Ouais. sur les pièces on avait que dalle. Effectivement, la première vérif qu'il faut faire, c'est de regarder déjà dans l'IFC ce qu'on a. Ah oui, sur une Et on n'aura visionneuse. de toute façon pas plus dans Revit. Ouais, C'est c'est sûr. on ça. aura moins souvent. Il y aura pas une- parce que Ouais, mais en tout cas, dans on aura pas l'IFC, plus. tu peux avoir quand même des. Enfin, si ça vient d'Archicad ou d'Alplan ou n'importe où, des propriétés. Enfin, ça va être noté Archicad Properties. Oui, Et, du coup, là, tu as toute une liste de propriétés qui, elles, c'est sûr, elles sont pas dans Revit. Mais. C'est un moment que j'ai pas eu de projet avec de l'Archicad, mais de mémoire, j'avais justement une ribambelle. Mais justement, il me semble que... Ah ouais. Ouais. Et en fait, il y a deux techniques dans Revit, il y a import IFC et puis lié IFC. Les deux donnent des résultats différents, donc ça dépend ce qu'on veut faire. Alors je sais plus c'est lequel qui donne justement toutes les propriétés, mais il y a une des deux manipes qui donne toutes les propriétés et pas l'autre. D'accord. Et je me demande si c'est pas le lié IFC qui en plus prend moins de temps. Tout dépend ce qu'on veut faire avec en fait. Si c'est juste pour avoir un fond de plan et sortir des plans de fluide avec justement comme si on avait mis le fond de plan archi en fond pour habiller le plan. Lié IFC souvent suffit largement. L'import est plus rapide parce qu'il ne va pas créer des objets Revit, ça va être des géométries mortes en fait, on appelle des direct shapes dans Revit, qui vont être plus faciles à convertir, moins lourdes. Et je ne sais plus si c'est avec cette méthode là ou pas, mais généralement c'est ce qu'on utilise. on récupère normalement toutes les propriétés qui sont dans l'IFC. Alors effectivement, mais quand on travaille un petit peu sur des projets comme ça, à un moment donné, on a besoin de trier, de faire des filtres, etc. Ouais. Si on n'a pas les données, enfin les bonnes catégories, etc. Les catégories sont bonnes, c'est juste que l'objet en fait il est pas, on peut pas l'éditer et le modifier comme si c'était un objet natif Revit. Ouais. C'est un truc, une géométrie morte. Ouais. Mais il est quand même dans la catégorie porte, mur, etc. Alors après, suivant les Alors après, paramétrages, c'est il peut ce qu'on a y avoir vu des écarts. ici, hein, mais- c'est-à-dire que on a aussi ce genre de choses, c'est-à-dire que Ça, moi, j'ai pas rencontré encore. Ouais. Mais des objets Sur les portes, c'est C'est, fréquent. c'est sur des maquettes qui arrivent, ça c'est une maquette qui vient d'Archicad. oui, Ouais, ça m'est déjà arrivé. ouais. Sur les portes, c'est fréquent. J'ai déjà eu les ouvertures, créer des volumes là. Tu crées des boîtes, ouais. Ouais, ça, j'ai Ou déjà alors vu. l'objet, enfin, la macro, on va dire, de la porte qui se retrouve mis en En miroir, symétrie. Ouais. ça j'ai déjà vu. Ok, est-ce que c'est pas la mission non plus, quelque part, de celui qui accompagne la maîtrise d'ouvrage, de déjà mettre des règles en fait sur les Alors, échanges possibles il y a deux, entre les deux outils parce qu'on sait que ça fonctionne. il y a deux faut niveaux bien à mon avancer à avis. Il chaque y a fois, un niveau alors. effectivement à MOBIM d'écrire un petit peu un protocole quand on sait que ça va être ça qui va se passer. C'est ce qu'a fait un peu EGA d'ailleurs pour cette opération de Jocelyn. Il y a eu un travail d'accompagnement avec l'architecte qui a été assez poussé et qui, avec un des collègues d'EGA, Gwenaël, qui était spécialiste d'Archicad, qui s'est mis en relation avec l'archi pour faire des essais justement de réglage et tout ça. Ça c'est un premier niveau, mais il n'y a pas toujours d'AMOBIM de ce niveau d'expérience aussi.
Il y a un deuxième niveau que moi qu'on a vu sur cette opération-là, c'est le rôle du BIM manager. Justement, de pouvoir fluidifier un petit peu ces échanges-là. Alors là, c'est une vaste question, parce que là, en l'occurrence, le BIM manager a récupéré l'IFC et a dû le retravailler lui aussi pour pouvoir fournir une maquette compatible pour tous les autres lots, géoréférencée, etc., pour que ça puisse tenir la route. Ça a été difficile. On a eu deux, trois maquettes avant de tomber sur quelque chose d'un petit peu stabilisé. Ça, ce que je vous montre là, c'est les premières maquettes, les premiers exports qu'on a eu. Après, les problèmes ont été un petit peu résolus. Mais il y a d'autres projets où le BIM manager, et on pourra en parler, ne veut pas toucher à ça parce que sa responsabilité est engagée si jamais il fournit une maquette, s'il a mis les mains dedans et qu'il a fourni une maquette au lot et qu'il y a un problème, une erreur ou quoi que ce soit, sa responsabilité deviendra engagée. Donc ça pose des problèmes de décennale, de responsabilité juridique, etc. Donc parce que ça veut dire qu'en gros, il faudrait que chaque lot récupère la maquette archi ou l'IFC, la transfère dans son modèle à lui, avec son bricolage à lui pour que tout fonctionne. Et là, on n'est pas sûr que tout le monde travaille sur les mêmes supports, et là, ça peut être un peu embêtant. Notamment, par exemple, il y a des problèmes de géoréférencement quand on fait ces transferts-là, où on ne récupère pas correctement le point de base du projet. Donc il faut encore... Les fiches d'export d'un logiciel à l'autre édité par MediaConstruct ou Gintetis, non, c'est ça. Elle ne règle pas une grande partie de ces problèmes-là? Eh ben, on va le regarder tout à l'heure parce que justement, je pense que tu dois parler de ça. C'est ça. Ouais. Alors, on va faire l'essai tout de suite d'Archicad. Oh, ça s'entend beaucoup. Non, mais je pense que, en tout cas, pour revenir juste, Marc, sur ce que tu disais, l'engagement aussi du BIM manager, il est bien de aussi quelque part avoir son expérience, mettre en face son expérience et donc peut-être ses projets précédents. Au même titre qu'un ingénieur structure qui lui aussi doit faire sa structure et met sa responsabilité en cause. Mais il y a aussi une question d'expérience en fait précédente où on sait que ça fonctionne comme ça. Voilà, et d'arriver à ce moment-là de la maquette et de s'apercevoir qu'on n'a pas tous les éléments, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les voir en amont en fait ces problèmes-là, d'après l'expérience du BIM manager aussi. Et voilà, qui serait peut-être dans ce cas-là peut-être plus du conseil que de l'imposition. Ouais. Mais on ouvre le débat. Hein. Oui, complètement. Là, on est en plus, on l'a vu il y a, la semaine dernière au BIM Tour, il y a encore plein de projets en BIM qui sont des projets initiaux, enfin pour beaucoup d'entreprises, d'archi, etc. En l'occurrence pour Jocelyn, l'architecte, de très bonne volonté, modélisé depuis 10 ans sur Archicad, il n'avait aucun problème de modélisation, mais quand il a fallu rentrer de la donnée, faire ses problèmes d'interopérabilité, etc., là pour lui c'était du nouveau complètement. Et pour le BIM manager aussi. Donc on n'a aucun recul, aucune expérience, enfin, c'est un peu le sujet aussi de cette matinée, d'échanger, de voir un petit peu... Pour l'architecte, ça veut aussi dire qu'il y a deux étapes quelque part. Le premier étant le passage à la maquette numérique, donc il maîtrise depuis une dizaine d'années, et après le passage au BIM, où là il peut avoir des conseils ou des formations provenant de l'extérieur pour justement avoir toute cette expérience de quand on fait une convention BIM, il vaut mieux être en IFC, tel IFC, quel niveau on veut atteindre, comment vont être les échanges entre les deux outils ou les trois outils. Enfin voilà, et je pense que là c'est aussi l'expérience qui parle. Donc oui, on est au début. C'est une question de maturité, en fait, aussi de démarche. Et pour revenir à cette question du BIM manager, qui pour moi devrait être un petit peu le chef d'orchestre, un peu, de pouvoir donner là pour que tout le monde travaille dans un cadre déterminé, pour qu'il n'y ait pas
de surprise au bout de 3 mois par exemple, de modélisation, qu'on s'est trompé de niveau de référence ou je sais pas quoi, et qu'il y en a qui dessinent à telle altimétrie, puis d'autres ça peut arriver, ça c'est déjà arrivé. Donc c'est des choses qu'il faut voir en tout début de process en exé, parce que tant qu'on est encore avant, chacun fait son truc chez lui, quoi, on va dire. Mais dès qu'on commence à passer à la phase exé, donc après le DCE, ben, chaque entreprise doit s'emparer de ces modèles et que tout ça doit se coordonner, enfin, comme une belle symphonie, on va dire. Mais ça, c'est même pas du BIM, c'est de la gestion de projet, j'ai envie de dire. Avant, quand on bossait sur une planche à dessin, on se passait quand même les fils. Donc, il y avait un quadrillage. Ouais, c'est un cran un peu plus. Parce que là, du fait qu'il y a des outils numériques qui sont différents les uns des autres, qui n'ont pas les mêmes protocoles, etc., sur un des derniers projets, on avait un problème de niveau, d'ailleurs, c'était sur Angers, entre la maquette archi qui était à 36,98 et puis qu'en fait le niveau 0 il était à 37,02, donc il n'y avait que 4 cm, sauf qu'il y avait des entreprises qui s'étaient pas calées et qui commençaient à dessiner leur réseau sur ça. Oui, c'est de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet, mais qui le fait? Bah, éventuellement le BIM manager en contrôlant les maquettes, justement en ayant, en faisant des allers-retours avec les entreprises pour récupérer les maquettes et vérifier justement ce niveau 0, et le géoréférencement et on va dire la base d'un projet BIM. Mais après le reste, tout ce qu'il y a dans la maquette, j'ai envie de dire, si dans la convention c'est noté, tout ce qui est à côté de la plaque, c'est à l'entreprise de se corriger, quoi. Ouais, mais pour reprendre l'exemple du transfert Archicad Revit, Archicad, en faisant son transfert, etc., on ne récupère pas le point de base, le bon point de base dans l'IFC. Si on ne le sait pas, on se retrouve avec un géoréférencement. Les maquettes peuvent se caler, mais en fin de compte, on ne voit pas derrière qu'on n'est pas au même niveau NGF, par exemple. Et après, pour le maçon, si ça dépend. Alors, il y a des maçons qui travaillent en NGF, il y en a qui travaillent sur le point 0 du projet. C'est pareil, il faut que toutes ces choses-là soient bien calées, et c'est pas toujours le cas, vraiment. Enfin, en retour d'expérience, c'est des petits détails, c'est des petits points qui devraient petit à petit être systématisés dans une convention de démarrage de projet, on va dire. Parce que généralement, dans beaucoup de projets, au final, que ce soit le BIM management et la convention, arrivent généralement un peu plus tard, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'il faudrait la coordination en amont du projet et dès le démarrage du projet, avant que tout le monde commence à dessiner. Je pense que c'est assez récurrent que ça commence trop tard, le BIM management. Quand on a déjà coulé le rez-de-chaussée. De notre expérience, c'est ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, des fois on a une convention BIM qui arrive dans le DCE, et on regarde les maquettes que nous on reçoit dans ce DCE et qui ne respectent pas du tout cette convention-là, et donc on demande aux entreprises un niveau d'exigence qu'on n'est pas capable de démontrer de fournir dans la phase conception. C'est clairement pas acceptable. Surtout qu'on leur demande quand même aussi de porter des informations, parce que c'est tout le problème de la maquette numérique et du BIM, c'est qu'on demande à la maquette de porter des informations, et ces informations elles sont intégrées par des projeteurs, soit qui ne portent pas eux-mêmes l'information, leur entreprise ne porte pas l'information, ne sont pas garants, ou alors ils n'ont pas la technique nécessaire pour savoir si l'information elle est bien mise au bon endroit. C'est vrai, quand on reçoit un DCE où déjà le premier truc qu'on fait c'est d'empiler des maquettes et de s'apercevoir qu'elles ne se compilent pas, bon, ça sert presque à rien d'aller voir plus loin dans la maquette, elle n'est pas nettoyée, elle n'est pas propre. Et ça c'est dommage, mais l'idéal c'est que le même BIM manager soit là à la phase conception et à la phase exé, suivant le type de marché, c'est pas toujours évident. Mais je sais quand on est en conception-réalisation, on garde la main là-dessus justement pour ça, parce qu'on souhaite avoir les mêmes exigences sur la phase conception que sur la phase exé. Moi j'ai horreur de transmettre des maquettes pro DCE aux entreprises qui n'ont justement pas été nettoyées et abouties, et avec un niveau d'exigence qu'on va demander aux entreprises et qu'on n'a pas su mettre en application
en phase conception, alors qu'on sait qu'en phase conception, les gens sont quand même plus avancés, les bureaux d'études, les architectes, qu'avec nos entreprises exé. Donc, oui, pour moi, c'est le rôle du BIM manager. Et pour revenir au transfert ArchiCAD Revit, plutôt que de laisser tout le monde perdre 4 heures de transfert, faire ses propres réglages et perdre chacun 3-4 jours, moi j'ai eu l'expérience une fois sur un projet, à chaque fois qu'il y avait une mise à jour de la maquette architecte, je me la cognais, et les 4 heures que mon ordi moulinait et que moi je mettais à faire des petites corrections, j'en faisais bénéficier tout le monde. Alors honnêtement, je me suis jamais posé la question de la responsabilité de est-ce que ça avait bougé un mur, etc. Mais en tout cas, c'est plus comme disait Laurent, du conseil et de l'aide que de se dire, comme j'ai modifié un truc en informatique, et que c'est moi qui ai donné un fichier, je deviens l'architecte. On va un peu trop loin, je sais pas, en termes de Baptiste, responsabilité. peut-être que tu peux en parler, puisque on a eu cette discussion. Ouais, sur ce sujet-là, il y a en fait, il y a juste un point juridique qui est le fait que le BIM management ne soit pas... en tant que BIM manager, on n'a pas à avoir de décennale, puisqu'on n'entre pas sur une conception de bâtiment. On entre que sur une gestion, entre guillemets, de projet et d'information. Du coup, oui, en général, moi, je refuse de transférer, par exemple, une maquette qui vient d'ArchiCAD sur Revit pour la donner aux entreprises. Parce que si jamais je fais une erreur, que ça induit une erreur sur le projet, ça veut dire qu'il y a une décennale qui devrait arriver et je n'en ai pas. Et 2, parce que si je le fais pour Revit et que j'ai un métalleux qui est dessus et qui travaille sur Tekla, il faut que je le fasse pour Tekla aussi. Je ne peux pas faire quelque chose pour une partie des entreprises et pas pour toutes les entreprises. Donc si je réalise une action, il faut que je le fasse pour tout le monde. Or, moi, personnellement, j'ai pas Tekla, je ne maîtrise pas Tekla, pas le plan non plus, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'un dans l'autre, moi en général je ne le fais pas, parce que les deux sujets m'embêtent et pour une raison d'équité aussi, je veux pas avantager certaines entreprises plutôt d'autres. C'est pas plutôt un accompagnement du coup. Du coup, il y a plus un accompagnement à faire. Qui fait un peu de formation et de pédagogie envers les entreprises. Je pense que c'est plutôt ça le rôle du manager. Moi, c'est un peu ça la politique entre guillemets que j'ai, c'est de dire que s'il y a des difficultés pour faire l'action, on peut faire des notes méthodo, on peut se réunir, on peut appeler éventuellement les fournisseurs logiciels pour qu'ils viennent nous montrer comment on fait et donner des coups de main, faire des réunions pour tous les utilisateurs d'un logiciel avec un expert qui vient nous montrer comment on fait. Plus des formations dans ce cas-là, mais réaliser l'action, moi je ne m'approche pas. C'est ce qu'on a d'ailleurs mis en place chez nous. On a mis un formateur ArchiCAD et un formateur Revit dans la même salle pour vraiment aller tendre vers l'OpenBIM en fait et éviter en fait toutes ces problématiques qui vont arriver en aval du projet. Voilà, il y a des formations qui existent, alors qui sont certes rares parce qu'il faut quand même mettre un formateur ArchiCAD et Revit dans la même salle, mais on a réussi à le faire, donc c'est faisable. Et voilà, ça montre aussi qu'un architecte peut être sur ArchiCAD et travailler avec des bureaux d'études qui sont sur Revit aussi. Ça prouve aussi qu'on peut arriver à le faire maintenant. Oui, peut-être avec aujourd'hui les éditeurs aussi permettent quand même d'avoir différents outils sur leur PC, de pouvoir garder ces outils pendant un certain nombre d'années pour débuter et finir le projet sur la même version. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place quand même en amont et qui pour moi ne sont peut-être que du bon sens, mais pour moi, de ma vision, j'ai pas forcément la vision bureau d'études, j'ai pas forcément la vision archi, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses qui existent en tout cas, et des bons accompagnements pour le passage et la dernière marche peut-être au BIM, voilà, permettent de régler pas mal de problèmes. Sur la réticence que tu disais sur le fait de modifier une maquette et l'équité, sur le fait qu'on le fait pour Revit et on le fait pas pour d'autres, je suis assez d'accord. Un petit problème là-dessus, parce qu'on est souvent tous sur Revit et on maîtrise beaucoup mieux Revit que les autres logiciels. Par contre, ça reste pour moi le rôle du BIM manager d'accompagner l'utilisateur d'ArchiCAD, de Tekla, de Vectorworks, de CADWorks, de ce que tu veux, pour par contre fournir un IFC qui soit correct et de qualité. Ça c'est vraiment minimum. Et moi j'ai pas tous ces logiciels là non plus, mais à force des projets, tu t'enrichis, tu te documentes, tu vas chez la personne qui a ce logiciel là. Les menus de configuration IFC que lui il a peut-être jamais trop ouvert ou jamais trop approfondi, c'est notre rôle d'aller approfondir avec lui. Puis on se constitue une base de connaissances qui nous resserre sur les projets d'après.
certes, il y en a beaucoup des logiciels, mais bon, une fois que tu as du Tecla, de l'Alplan, de l'Archicad, du CADWorks pour le bois et du plan Calnova, tu as déjà fait pas mal de tours. Alors, tu es obligé de te mettre à jour régulièrement parce que ces logiciels-là, tous les ans, à chaque fois qu'ils changent de version, il y a des mises à jour, mais SketchUp, j'ai jamais eu encore. Je pense que il y a AutoCAD aussi, tu peux sortir un IFC d'AutoCAD. C'est marginal. Je pense que le poste aussi de BIM manager doit intégrer de la veille technologique sur ce type de format en fait. Voilà. Et oui, les éditeurs mettent en place des choses pour évoluer sur ce type de format. Media Construct aussi, donc il est important. Voilà, on va parler de maturité de fichier, on est aux prémices des échanges de la maquette, en tout cas dans le bâtiment. Et donc ça peut que évoluer. C'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est quand même dingue, ça fait 10 ans qu'on fait du BIM. C'est quand même dingue qu'il n'y ait pas un manuel pour chaque logiciel qui dit voilà comment on fait un IFC. Voilà où est-ce que vous allez retrouver toutes les informations. Parce que, en mécanique, ça fait 20 ans et ça fait 10 ans qu'on peut récupérer des fichiers provenant de l'extérieur en format natif et les faire évoluer. Et voilà. C'est autre chose. Oui, mais... là, on voit bien le problème. C'est quasiment impossible de mettre un IFC qui vient d'Archicad dans Revit. Alors déjà, la question elle se pose autrement, c'est pourquoi on vient remettre un IFC dans Revit. Voilà, chacun sa position là-dessus, mais ne serait-ce que de faire un IFC correct avec les informations qui arrivent au bon endroit, c'est déjà une galère pas possible. Ouais. Et Revit est certainement très en avance là-dessus, mais il y a encore une marche phénoménale à faire. Ouais, complètement, je suis d'accord. C'est une question donc de maturité de fichier d'IFC, et là, je pense que c'est une question de maturité des logiciels à bien vouloir faire le pas pour se rentrer dans une norme qui existe depuis très longtemps. Alors, si vous voulez bien, on va avancer un tout petit peu, ou plutôt on va rentrer dans le mystère de la porte rouge, et ça va nous permettre justement d'aller un peu plus loin sur ces problématiques-là. Donc là, vous avez, toujours sur le même bâtiment, sorti de la maquette d'Archicad, l'IFC. Donc l'IFC avec, j'ai discuté avec Jean-Maxime l'architecte qui me disait que une des préoccupations qu'il avait pour faire ce passage en BIM et vers la GMAO, etc., il y avait tout un tas de choses à renseigner sur tous les objets et de pouvoir les retrouver après dans l'IFC pour que les entreprises puissent s'en emparer, les remplir, etc. Et vous voyez que, il me racontait l'histoire de la porte parce que c'est emblématique. Dans une porte, il y a, vous voyez, je crois c'est un peu petit, mais il y a une vingtaine d'items. Un objet porte dans Archicad ou dans Revit, c'est un objet. On n'a pas, donc on ne va pas sortir des IFC. On va regarder après les IFC de la porte, mais on n'aura pas tous ces items-là. Donc comment faire pour que lui, il a dû rentrer des paramètres, il a dû créer des paramètres pour pouvoir avoir toutes ces informations, pour que le menuisier puisse les remplir, que la GMAO derrière puisse avoir ces données-là pour faire sa maintenance, tout simplement. Et ça par exemple, typiquement, c'est lui qui a dû le faire dans Archicad. On le voit, parce qu'il a paramétré ses IFC, on le voit dans l'IFC, mais après on ne voit plus rien dans Revit par exemple. Tout ça, toutes ces informations sont parties. Donc ça pose vraiment le problème de comment on crée la maquette, quelles informations on rentre dans cette maquette-là, comment on va les retrouver ensuite dans l'IFC, puis dans la GMAO, parce que ça va être un petit peu le sujet de Yann, puisqu'il est un peu plus avancé sur ces questions-là. Mais si on veut travailler en OpenBIM, c'est vraiment la gestion de l'IFC qui pose le plus de problèmes pour récupérer les informations, pour que les utilisateurs en aval du chantier puissent récupérer ces informations, qu'elles soient bien classifiées, au bon endroit, etc. Donc on a été assez loin si je regarde le projet
j'ai pas ouvert. J'en profite vite fait. Il y a Ouais. une question du chat qui demande: connaissez-vous le format d'interopérabilité pour le BIM Open DTHX qui rend les objets indépendants des logiciels en harmonisant les données d'entrée? Effectivement, c'est un sujet qui est intéressant de décorréler la donnée de la 3D, entre guillemets. Est-ce que vous avez un avis Base là-dessus? de données, ouais. Moi, je connais le format, mais honnêtement, j'ai jamais poussé. Est-ce qu'on doit mettre la data dans la maquette ou l'avoir en extérieur en fait, c'est ça? Là, Pour après la réinjecter dans la data? Dans la maquette, pardon? Ouais, alors là, le format Open DTHX c'est bien spécifique, mais ouais, effectivement, c'est une ça. question. C'est-à-dire sortir la data, donc on laisse encore une source d'erreur possible entre les deux, comme on le faisait. Je suis pas d'accord, la source d'erreur, elle est. La plupart du temps, elle est quand même entre la chaise et le clavier. Oui, c'est clair. Et le fait de. Enfin, pour moi, la data, elle a rien à faire dans la maquette. Parce qu'elle devrait graviter autour, parce que déjà ça lui permet d'être beaucoup plus flexible et d'avoir une mise à jour possible beaucoup plus facile. Et faire porter uniquement si elle est liée à la maquette du coup. Uniquement si la data est liée à la maquette quand même. Ah oui, bah oui, bien sûr, oui, le fait de dire que c'est une porte, mais de dire quel est coupe-feu de temps, que c'est telle marque, que la fiche technique elle est attachée et ainsi de suite, pour moi, personnellement en tout cas, ça sert à rien parce que dès lors qu'on doit changer la fiche technique, alors la maquette elle est foutue. Et donc à la limite on livre un bâtiment, il y a une ampoule qui pète, ça y est, la maquette elle est foutue. Et donc du coup il n'y a pas d'intérêt en fait de venir mettre toutes ces données dans la maquette. Moi c'est mon avis perso, effectivement un format qui permette de décorréler et de la 3D avec bien sûr quand même de la donnée, hein, mais qui permet de décorréler vraiment l'aspect data et l'aspect maquette, intéressant. Tout ce qui doit évoluer pendant la phase d'exploitation maintenance, effectivement, il faut que ce soit de la data qui soit modifiable, pas dans l'IFC. L'IFC ça reste un format de lecture. Ouais, voilà. Et qui est à la base pas fait pour être modifié, même s'il existe quelques logiciels pour le faire. Mais effectivement, je pense qu'il faudra qu'on arrive à décorréler la data, en tout cas celle qui vit au quotidien de la maquette IFC, et garder peut-être dans l'IFC que la donnée qui va pas changer, je sais pas, si on parle de la classe de béton, d'un mur béton, enfin je veux dire, à part en cas de réhabilitation, enfin même pas, on changera jamais ce matériau-là. Puis on va casser le mur, on va l'ouvrir, on va faire des choses dedans, mais on va jamais changer cette donnée-là. Celle-là peut être portée par l'IFC. Par contre, tout ce qui est j'ai changé l'ampoule à telle date, effectivement, ça n'a rien à faire dans l'IFC. Il y a deux types de maquettes différentes dont on parle, parce qu'il peut y avoir le DOE, des informations qui ne peuvent pas changer et qui elles sont liées au DOE par exemple, et ça il faut pas que ça change théoriquement. Et ensuite, si c'est exploitation et maintenance, là c'est autre chose et ça peut être complètement une autre type de maquette où en effet la maquette est décorrélée. Tu revois complètement la façon de découper les maquettes dans ce cas. Bah oui, c'est ça. Parce que la maquette archi ne doit pas du tout porter la menuiserie. Parce qu'une fenêtre ça se change, contrairement à un mur. Ouais. Donc, Ah non, t'as le DOE parce que le DOE c'est vraiment les dossiers des ouvrages exécutés, donc c'est l'instant T, il a été livré, donc il est figé dans la. Si tu veux faire en sorte que ta maquette elle soit poussée au DOE, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Là c'est vraiment le dossier des ouvrages exécutés. Du coup ça on n'en parle plus après. Mais après, on fait quoi? On refait des maquettes? Non, ou alors en fait justement là c'est là où ça peut être intéressant, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire que on va livrer le DOE et ensuite c'est cette maquette là où on décorrèle des informations pour que ce soit justement des informations qui gravitent autour de cette maquette là, mais il y a on va dire deux livrables différents. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la retravailler énormément en réalité. Il faut enlever quand même pas mal de données. Parce qu'après, elle est où la source de la donnée? Oui, c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est que dans les DOE numériques, la convention BIM qui a été faite en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage voudrait récupérer des données depuis la maquette. Donc c'est pour ça que on a tout un tas de paramètres partagés qui viennent enrichir la data depuis la maquette pour qu'ensuite elle soit transférable dans le logiciel de GML. Le problème c'est qu'il va pouvoir se passer dans un sens, mais ça ne va pas forcément être bidirectionnel
pour que dès qu'il y a quelque chose qui change dans la GMAO, dans la maintenance, etc., ça mette à jour la maquette. Là, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. Hein. Je ne sais pas sous ton contrôle. Non, enfin, moi, j'ai jamais vu, mais ça existe peut-être. Peut-être qu'il y a des gens très très en avance sur ce sujet-là. C'est techniquement réalisable. Techniquement, c'est réalisable. Les produits, à mon avis, n'existent pas. Enfin, les produits grand public. Les techniques informatiques sont disponibles. Quand on dit décorréler la maquette de la data, ça veut dire en fait on va avoir la géométrie, les liens entre les géométries qui vont être dans la maquette, hein, un mur lié à un mur, un lavabo attaché à une cloison, et les informations du lavabo, les informations du mur vont être, enfin les informations détaillées, on va dire, vont être dans une base de données, le X bien structuré, encore un autre sujet, et donc on peut imaginer que toutes ces informations qui sont externes puissent être manipulées par d'autres logiciels, dont la GMAO, et mises à jour depuis des logiciels externes, c'est possible. On peut réinjecter certaines de ces données purement alpha, on va dire, à l'intérieur des objets, tant que l'inventaire, c'est-à-dire le lien entre l'objet, son existence dans la maquette et son existence dans la base alpha soit bien synchronisé. Hein. Si effectivement on enlève une cloison, eh bien, il faut que ces datas soient enlevées aussi de la data externe. Donc c'est bien de la synchronisation. Et en fait, on est amené à faire de la synchronisation d'objets BIM. En fait. Or, cette synchronisation d'objets BIM, moi je ne connais pour l'instant que 2 entreprises qui savent faire ça. Enfin, bon, on va dire. Bon. Il y a l'IGN qui fait ça très très bien avec PostGIS et ArcGIS aussi en ICG. C'est-à-dire qu'ils sont capables de générer des objets graphiques avec de la donnée et la totalité de ces données-là se retrouve dans une base de données entièrement où les données à la fois géométriques, lien entre les objets et alpha sont intégrées. Et ça, c'est le BIM 3, en fait, c'est le BIM niveau 3. C'est réalisable. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Moi, je suis évidemment incapable, disons, de déclarer, quoi. Il faut qu'il y ait un consensus et un élan de la part de certaines entités qui sont capables d'organiser ça pour que tout le monde s'y mette, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'il y ait un peu de normalisation au plus haut niveau pour que tout le monde se mette à travailler dans le même sens, c'est ça? Moi, je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Hein. On ne peut pas chacun s'organiser dans son coin. Hein. Excusez-moi de dire une chose évidente, mais c'est un peu là qu'on en est, en fait. On vous dit, faites du BIM, toi, le menuisier, tu t'organises, toi, l'électricien, tu t'organises. Ils s'organisent tous très bien, il n'y a pas de problème. Moi, ça me rappelle ce qu'on faisait avec AutoCAD, ce qu'on fait un petit peu quand même, qui est que chacun a sa charte graphique et tout le monde est très content d'avoir la meilleure charte graphique, quoi. Sauf que quand on les mélange, on obtient de la soupe, quoi. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire la même histoire. Mais qui est là pour normaliser tout ça? Mais c'est Building Smart. La puissance publique. Aujourd'hui, Building Smart, l'IFC, c'est une norme. Oui. C'est une norme. Pour moi, les sujets qu'on avait là, de décorréler tout ça, l'IFC, on parle d'IFC parce qu'on parle du point IFC. Le point IFC, ce n'est qu'une sérialisation d'une description de la norme IFC. Aujourd'hui, le point IFC, c'est un fichier STEP. Derrière, il y a beaucoup d'autres formats qui existent pour l'IFC et qui peuvent nous permettre. Le fichier STEP, il nous sert à visualiser notre 3D et avoir les quelques informations dont on a besoin, mais on a beaucoup d'autres formats qui existent pour pouvoir avoir que de la data. Le COBI, aujourd'hui, c'est l'IFC, c'est la norme IFC. Du coup, pour moi, il faut rester sur un socle de confiance qui est une norme internationale
dont on sait que tout le monde va s'en servir, et tout le monde peut s'en servir, et tout le monde y a accès. Et là, sur les derniers développements Building Smart, comme les BSDD, là, les Building Smart Data Dictionary, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une propriété, ils lui créent un GUID, un code unique, et derrière, ils font un site internet où toutes ces propriétés sont listées, sont traduites, donc dans toutes les langues, et en fait, leur idée, c'est de dire, chaque logiciel va aller lire un GUID plutôt qu'un nom de propriété. Et derrière, le logiciel, il va juste aller voir sur Internet ce GUID, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une puissance, ça, c'est un poids, ça, c'est peu importe. Donc l'idée, c'est d'avoir... Enfin, pour moi, je pense que la norme IFC va être ce qui va permettre justement d'amener tout le monde à faire la même chose et de ressortir l'information dont il a besoin de la production des gens. Et je pense que le BSDD, là, est justement très très intéressant pour ça. Parce que ça va permettre qu'un Japonais discute avec un Français via un fichier numérique sans avoir à avoir des galères de traduction, quoi. Et qu'un modèle discute avec la data. C'est ça. C'est qu'en Ouais, fait, on décrit vraiment numériquement un projet. Bah oui. Qu'on soit pas en train de décrire, moi je fais un poteau qui est carré, non, c'est une data. La géométrie est une data, les propriétés sont d'autres data, ainsi de suite. C'est juste une somme de data et il faut que l'ordinateur soit capable de la comprendre. Après, moi c'est l'idée dans laquelle je vais sur mes conceptions par exemple, c'est de dire que à terme je ne veux rendre qu'un IFC. Aujourd'hui un bureau d'études va rendre un CCTP, un DPGF, des plans, moi je ne veux rendre qu'un IFC. Et derrière, à chacun d'avoir un outil qui lui permet de ressortir l'information qu'il souhaite de cet IFC. Aujourd'hui c'est possible de ressortir un CCTP, un DPGF, des plans, ce qu'on veut d'un IFC. C'est galère. Il faut travailler, il faut... Alors moi je passe mon temps à chercher des nouveaux outils, à discuter avec les fournisseurs, ainsi de suite. Mais je sais que c'est vers là que, pour moi, il faut aller, quoi. Il faut avoir un format, une norme de description du bâtiment numérique. Et derrière, chacun ressort de cette norme ce dont il a besoin. Mais le problème, ça va être les éditeurs de logiciels, comment ils vont s'emparer de ça, si c'est ça... Il faut d'abord quelqu'un qui dise maintenant c'est vers ça qu'on va. Il faut qu'il y ait une autorité qui le proclame. Et qu'ensuite, de par cette obligation, les éditeurs se mettent à jour pour qu'on n'ait pas, par exemple, là j'ai ressorti la porte, la fameuse porte rouge, après l'import dans Revit. Vous voyez ce qu'il y a comme données, toutes les données qu'on a eues, les 20 données qu'on a eues dans la porte, dans l'IFC, elles sont inexistantes dans le format Revit. Donc après, c'est le problème de l'interopérabilité et de comment les différents éditeurs fabriquent leur noyau de calcul d'export-import pour qu'ils récupèrent cette data. Parce que sinon, on va se retrouver toujours avec ces problématiques de oui, mais alors cette porte, d'accord, je la lis là, mais si je la lis là, j'ai autre chose, et si je la lis là, j'ai encore autre chose. Et comment on fait au bout d'un moment? Tout le monde ne peut pas être omniscient et connaître tous les logiciels, vous l'avez dit vous-même, puisque même un BIM manager dont c'est un petit peu le boulot, moi j'estime, ne peut pas connaître tous les logiciels, c'est clair. Après, pour moi, l'autorité qui va faire foi là-dessus, ça va être le marché. Aujourd'hui, on est dans un monde de marché. Si le marché dit je veux travailler avec de l'IFC, les éditeurs iront. Si aujourd'hui on continue à dire non, bah, c'est pas grave, tout le monde va aller sur Revit et on fera avec, pourquoi changer? Oui, mais si on fait confiance au marché, ça veut dire que c'est le plus gros qui va remporter la mise. C'est ça. Mais c'est le monde dans lequel on est. Après, c'est une question de société. C'est la politique d'Autodesk qui veut faire de l'écosystème. Je rejoins quand même assez ton avis sur le principe de la data. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est clair, il y a des éditeurs multiples qui ont soit des logiciels de dessin ou de conception, proprement dit, soit des logiciels de base de données. Et c'est ça. Et en fait, il faut, je pense, se diriger de plus en plus vers la base de données pour ouvrir, en fait, tout ça. Et voilà. Donc... qui porte ça, c'est l'éditeur de son produit. Pour moi, c'est Autodesk, Allplan, c'est Archicad, et voilà. Et à partir du moment où un outil de conception ne sort pas la data comme il faut, parce que la data, on peut très bien les packager entre elles, ne sort pas un outil de data, voilà ce que ça donne.
C'est exactement ça ce que ça donne en fait. Donc je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une base de données et qui soit communicative plus simplement que sur la géométrie en tant que telle. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est juste, tu nous as demandé à Autodesk, à Nemetschek de se pencher sur la base de données. Autodesk, le principe même de Revit, c'est une base de données pour moi. Oui, bien sûr, mais le but du jeu, c'est d'enfermer les gens. C'est une base de données, donc voilà. Là, ce dont on est en train de parler, c'est quelque chose d'ouvert pour interagir avec tout le monde. C'est pas du tout dans le but. Il est évident que s'il y a un éditeur qui va essayer de vendre une solution de conception pour une géométrie, pour pouvoir faire un peu à la sauce architecte et dessiner, et qui sort pas de la data, évidemment que ça va être compliqué de discuter avec d'autres outils. C'est juste ça que je dis. Je pense juste que, comme Baptiste le disait, c'est la donnée qui permettra de réunir ces outils-là. Et il est évident que si les autres éditeurs que Autodesk se mettent pas à la data, ça va être compliqué d'avancer. C'est évident. Qu'est-ce qui empêcherait, d'un point de vue purement technique et dans le cadre d'une utopie, d'avoir à disposition justement des réservoirs de données qui sont structurés par l'État, mettons, et que l'État dise, moi, les structures de données que vous devez fournir, c'est remplir ça correctement, il y a du contrôle automatique au passage, mais en fait, il n'y a pas de point technique pour réaliser ça. Non, je pense pas non plus. L'IGN l'a fait, donc pour lui-même, bien sûr. Je trouve que ça nous manque en fait, parce que ça nous permettrait de passer de chaque éditeur à sa méthode, qui sont toutes bonnes, et ils bossent tous bien, et ils essaient tous d'améliorer le truc. Mais chacun s'organise dans son coin, comme je le disais. Là, vers une nécessité de vous organiser toujours comme vous voulez, mais au final, vous transférez la data dans un format qui est collectif, réellement. C'est l'IFC en fait, le format dont tu parles. Dans l'esprit, c'est l'IFC, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, si tu dis, faut mettre les moyens, les moyens ils ont été mis sur d'autres sujets, mais on voit, il y a eu de l'argent mis dans Croquis, ça aurait très bien pu être de l'argent mis sur une base de données ou sur le carnet numérique du bâtiment, c'est parfait. Le seul problème, c'est que, encore là, on parlait tout à l'heure d'un Français qui discute avec un Japonais sur les mêmes bases de données. Mais si on laisse à la France le pouvoir de faire cette base de données, il va faire une base de données pour la France. En fait. Bien sûr. Et donc c'est ça aussi le risque. C'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant de partir sur l'analyse de la donnée qu'il y a dans l'IFC pour pouvoir en retirer un maximum plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de faire d'avancer sur un sujet qui va nous cloisonner encore plus. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une base de données réalisée d'une façon collective et qui soit en référence au GUID, comme tu disais en fait. C'est pas impossible, au contraire. Non, c'est parfaitement faisable. Voilà. C'est juste qu'il faut se donner les moyens de le faire. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, la norme IFC, c'est l'avenir et c'est par là qu'on passera. En plus, quand on voit les nouveaux outils aujourd'hui, on voit les IDM Smart qui arrivent chez Building Smart, on arrive sur un autre niveau et ça devrait s'améliorer. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent, après c'est vrai que ça prend du temps. Cette norme est l'avenir, je suis d'accord. Après son format, c'est-à-dire le fait d'être dans du XML, alors je ne sais pas s'il y a d'autres formats. Il y en a des vingtaines. Ok, est-ce qu'il existe peut-être un format purement base de données relationnel pour l'IFC en fait Moi je les connais pas tous par cœur, mais donc, je sais que... ça déjà, ce sera un progrès d'utiliser tout ce format-là, à mon humble avis. C'est ça, ouais. Et à l'intérieur de l'IFC, on n'a pas tout. On a regardé justement pour les portes avec Marc. La description des portes, même en IFC 4, il n'y a pas les portes à galandage. Enfin, moi, je ne les ai pas vues. Et puis, dans les hôpitaux, on a des portes elliptiques qui sont encore un truc spécial qui n'existe pas dans la norme IFC. Donc, cette norme IFC, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut être complétable par les utilisateurs aussi. Ça, est-ce qu'il y a un mécanisme? Tu as des P7 users. Tu peux rajouter un IFC type product en mettant ce que tu veux, un paramètre user en fait. Oui, mais dans mon modèle, mais je veux dire remonter à l'intérieur des cas d'usage, à l'intérieur de la norme générale, quoi.
Ah, là, c'est plus compliqué, c'est soumis à étude, entre guillemets. Bah là, c'est soumis au groupe de travail de Ouais. chez Linux Smart. Et oui, là, pour y rentrer, c'est pareil, c'est Et pas c'est ce qu'il y a de long, plus facile, quoi. C'est long et lourd, bien sûr. Comme toute bonne chose, c'est un peu long. Toutes les normes, ça se fait jamais comme ça. Et puis ça ne Toujours un cesse peu d'évoluer en plus. Comme toutes Mais les normes. voilà, l'IFC, Au moment où elle sort, elle est déjà obsolète. L'obsolescence contrôlée. Mais il y a des... Bon, c'est très international, mais il y a des gens qui, par exemple, les Building Smart Awards, là, qu'il y a tous les ans, en 2020, ils ont quand même récompensé des gens qui travaillent sur l'IFC natif. C'est-à-dire qu'ils font un projet entier sur base de logiciels qui ne font que l'IFC. Ça vient en fait, mais c'est des choses très, très longues, très lentes, il faut que les gens poussent et c'est pas Il facile. y aura du lobbying d'éditeurs C'est forcément va ça. ralentir le process. Forcément. Bah, je sais pas, on voit, il y a de plus en plus de projets qui se montrent, des projets logiciels, j'entends, sur du participatif et du complètement ouvert. Ouais, de l'open source, il y en a beaucoup. Hein. C'est compliqué de venir rejoindre les géants de la modélisation, mais encore une fois, est-ce qu'on demande vraiment à faire de la modélisation? Parce que là, depuis 10 minutes qu'on parle, est-ce qu'on parle de modélisation 3D? Pas du tout, on parle que de data. Mais parce que c'est ça, quand derrière on va En avoir... basant sur un GUID. Quand après derrière on va avoir la maîtrise d'ouvrage qui lui a besoin de la data, plus que la modélisation, faut dire ce qu'il y a. Lui il a besoin d'intégrer ça dans sa GMAO, il a besoin de data pour ça. Là oui, c'est quand même la maîtrise d'ouvrage qui missionne. Ah bien sûr. À la base, donc la géométrie n'est qu'un passage de la maquette et une évolution de maquette dans le temps, sur la vie du bâtiment. Donc oui, la data pour moi est primordiale en fait. Ouais, la géométrie n'est qu'une des datas finales. Exactement, tout à fait, n'est qu'un élément de la data, ouais. Qui peut servir pour la construction. Pour les méthodes et tout ça, aussi. C'est ce qu'on a fait sur quand on a créé Maxime quand je bossais chez Legendre. L'idée c'était ça en fait, c'était de se dire on prend la 3D, on prend la classe IFC plus une classification et tout le reste on le fait gérer ailleurs en fait, donc que ce soit les fiches techniques, toute la maintenance qui est gérée sur les objets, tout ça c'est géré ailleurs et le seul point commun c'est le GUID. Et dans la GMAO, l'ID de tel équipement c'était le GUID de la maquette, idem dans la GTB, et en gravitant autour de ça, bah ouais, effectivement on se rend compte que la maquette elle porte plus grand chose en fait en termes de data, et toute la data elle peut tourner autour. Justement, là, ça permet de faire un petit peu la transition sur l'histoire de la GMAO. Yann, tu peux peut-être voir, on avancer un peu sur ce En sur fait, j'ai juste fait un petit ouais. schéma pour expliquer ce dont on parle depuis un quart d'heure en fait. À gauche on a une maquette qui est d'ailleurs en l'occurrence qui est une AutoCAD Archi, qui fait très bien du BIM aussi. Fait très bien de la data. Qui fait très bien de la data. Un Merci. peu moins bien Qui du la lit BIM. en plus, en tout cas qui lit les IFC mieux que Revit. Ah bah là, la porte rouge, là, en fait, j'ai testé dans AutoCAD Archi, elle arrivait impeccable, avec toutes ces datas bien rangées comme il faut. Il me semble que c'est le même éditeur, hein, mais bon, je crois aussi. Moi j'ai accentué sur l'aspect synchro, parce qu'en fait, là, si on parle que des locaux, mettons, hein, là, c'est une expérience réelle. Moi, pour 2 hôpitaux, on a fait une synchronisation avec une base de données externe pour la totalité des locaux. Donc c'est 30 000, 40 000, 50 000 locaux. C'est pour une base de données, c'est rien du tout, quoi. Et de façon à mettre à disposition ces datas pour la GMAO, qui peut venir consommer ces données et puis après intégrer ces locaux dans ce qu'ils appellent leur hiérarchie spatiale, enfin hiérarchie des locaux, auquel ils rattachent après les équipements, etc. Cette synchronisation, elle est aujourd'hui, si on veut la faire vite et bien, moi j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire un plugin en fait, en l'occurrence AutoCAD Archi, mais bon, on peut le faire dans n'importe quel logiciel, c'est pas hyper complexe.
on peut, donc grâce à ce plugin, l'utilisateur rentre ses données, hein, il les voit, il les consulte, il appuie sur un bouton, puis c'est tout ce qui se passe. Et après, le lendemain, la GMAO a fait en sorte de manger les données qui ont été mises à disposition et les intégrer. Bon, ça c'est ce qu'apporte la base de données. En plus, elle apporte le fait qu'elle est à disposition pour d'autres logiciels. Et je sais que par exemple les services informatiques utilisent ces bases de données pour faire leurs implantations, enfin, pour gérer leurs implantations de RJ, etc. Et tout ce qui est la gestion des surfaces, publié du coup, en mode feuille de calcul à l'intérieur de l'hôpital, de façon à ce que les services, les responsables des services sachent en fait combien de mètres carrés ils ont, à quel endroit, etc. Et puis d'autres usages que je ne connais pas en fait. Et voilà, c'est juste un exemple. En fait, après, dans la dia suivante, je crois que j'ai dit pourquoi pas faire la même chose, mais évidemment plus compliqué, quoi. C'est-à-dire, on a notre maquette qui vient, alors là, de n'importe quel logiciel qui sait faire du BIM, et on synchronise avec une base de données de tous les objets. Bon, alors c'est ce qu'on disait, c'est de la data. La géométrie, c'est de la data. Les liens entre les objets géométriques, c'est de la data. Et les informations supportées par ces objets géométriques, c'est de la data. Rien n'interdit de les mettre dans... Alors moi, IFC PostGIS, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, existe-t-il une version IFC base de données? Allons-y, quoi. Et puis ensuite, voilà, de la même façon, ça pourrait être consommé par d'autres logiciels et mis à jour. Alors la synchro, elle est faisable si on a le GUID, évidemment. Puis il y a d'autres, c'est pas si simple, hein, parce que quand on bouge un mur, ça impacte énormément de choses, puisque tous les objets liés, les espaces, les objets qui sont dessus peuvent être impactés. Donc je ne dis pas que c'est rien. Alors là, techniquement, je ne sais pas faire aujourd'hui, moi. Mais c'est sûrement réalisable par des gens plus compétents que moi. Et voilà, un objet est un petit paquet de data. Voilà. C'est tout ce que j'ai à raconter. Et l'exemple sur les... Ah oui, alors effectivement, là depuis plusieurs années, dans une boîte à laquelle j'appartenais, les gars, on a travaillé pour l'administration pénitentiaire. Donc l'administration pénitentiaire, en fait, possède depuis très longtemps une base de données dans laquelle il y a toutes... Alors j'ai mis les cellules... en fait, il y a d'autres locaux, je ne suis pas entré dans les détails, mais ce qui veut dire, j'ai calculé, ça doit faire en fait dans les 500 000 locaux qui sont répartis dans tous les établissements pénitentiaires de France. Et ils ont commencé, sur le reste de la France, donc avec les gars, on a travaillé à l'époque sur le fait de modéliser les prisons d'élite. Donc ça c'est une opération qui est quasi terminée maintenant, avec toute l'information qu'on attend pour pouvoir gérer du bâtiment. Donc ils sont en cours, alors pour l'instant c'est à peu près fait sur le reste de la France. Cette base de données est en cours de mise à jour. Alors c'est quand même compliqué d'un point de vue faire évoluer les organisations administratives, quoi. Ça, il faut être clair, c'est pas un impact simple, il faut mettre beaucoup de personnes dans la boucle, il faut que des gens se décident, il faut que tout le monde soit convaincu que ça puisse marcher, que c'est pas du baratin. C'est beaucoup plus simple à raconter qu'à faire, il n'y a pas de doute, mais leur base de données qui est sur Oracle supporte sans aucun problème le fait de pouvoir injecter les locaux à l'intérieur. Il n'y a pas de problème technique, il faut qu'ils décident de le faire ou non, je ne sais pas. Ils ont aussi en cours la totalité de tous les équipements de sécurité. Alors il y en a énormément dans une prison, évidemment. C'est en cours. On a mis en place des bases de données d'objets avec leur data alpha, de façon à ce que le suivi des équipements puisse être réellement réalisé, alors on va dire dans Revit pour l'instant, mais en base de données aussi, dans un temps à venir, je l'espère.
Alors c'est un exemple intéressant parce que là c'est vraiment national et ça il y a beaucoup de locaux et de sites quoi, impactés. Quoi. Ouais, pour en avoir fait sur des projets neufs, c'est aussi demandé sur des projets neufs désormais que. Mais c'est même plus que tous les équipements de sécurité, c'est tous les équipements de toutes les prisons ou toutes les prisons. Ouais. Ah oui, ah bon, de toutes les prisons sont demandées à avoir avec tout le package de propriétés qu'ils ont demandé. Ouais. Tout à fait. Ouais, sur les projets neufs, c'est demandé. Nous, on a travaillé que sur de l'existant, en fait. Hein. Et je ne sais pas où ils en sont sur le neuf, parce qu'en fait, il y a une séparation administrative, apparemment. Il y a un bureau d'études national hein, qui fait le neuf. Et moi, j'ai jamais eu affaire à ces gens-là. Travailler un petit peu avec eux, mais pour avoir travaillé sur des prisons neuves, il était demandé d'avoir des maquettes avec tout le... Je suppose qu'ils sont en relation avec ISIS aussi. Pour conclure, du coup, pour toi, Yann, ça veut dire quoi que la GMAO n'a besoin que de data? La GMAO et d'autres logiciels, parce que parlons du travail de Marc, lui il est thermicien, il utilise un logiciel qui s'appelle donc Archivizard, qui est un plugin dans Revit, qui lui permet d'avoir instantanément la consommation par le logiciel thermique des données qui sont utiles pour le logiciel thermique et qui sont présentes dans Revit. Et ces données-là, Marc les renseigne, et en tout cas au niveau alpha, le retour est fluide aussi à l'intérieur du Revit. Donc c'est pas de la sorcellerie, quoi. Non, on est bien d'accord. Moi, je suis désolé de répéter toujours Revit, mais c'est les exemples qu'on a sous la main, parce qu'ils sont en avance, il n'y a pas de doute. Hein. Ils sont dans une position dominante. Et c'est ainsi. Donc, c'est voilà, la GMAO, mais plein d'autres logiciels. Et plein d'autres services. Par exemple, les systèmes d'évacuation, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur l'évacuation de grandes foules à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a des modélisations, tout ça. Ça peut être utilisé au travers du BIM, hein, bien évidemment. C'est un exemple. C'est un peu la puissance d'ailleurs de la maquette et de la donnée contenante, c'est de pouvoir être utilisé pour faire tout un tas de simulations itératives dans plein de logiciels différents, d'acoustique, de résistance au vent, à partir du même modèle. Encore une fois, tu parles d'un modèle 3D. Ce qui est intéressant, que ce soit dans la gestion des foules, dans l'acoustique, dans la thermique, c'est grâce au modèle 3D, grâce à la connaissance des volumes, que l'information est pertinente. Oui, puis on parlait de la thermique, dans la base de données de Revit, on peut renseigner thermiquement les murs, physiquement, etc. Non, mais derrière, tu es obligé d'utiliser un plugin Archivizard pour en faire quelque chose. Et il y a des logiciels aujourd'hui qui le font très bien, que ce soit SIP, les logiciels de SIP ou autres. Mais là, ça veut dire que tu es obligé de prendre quand même Revit, de venir mettre de la data dans un logiciel de conception graphique. C'est ça qui me dérange, en fait. Enfin, pas que ça me dérange, je veux dire. C'est juste que tu es obligé d'utiliser un logiciel de conception alors que en fait tu ne fais que des études. Enfin, c'est pas péjoratif du tout hein, ce que je dis, mais tu viens mettre de l'information dans un logiciel de conception. C'est ça que je trouve dommage en fait. C'est pourquoi on n'utiliserait pas un logiciel qui ne fait que du calcul thermique basé sur de la 3D, parce qu'à aucun moment tu ne rajoutes de 3D toi. Non, si je dois rajouter quelque chose en thermique, ça ne se synchronise pas sur le modèle 3D. Oui, voilà. Par contre, de la donnée, ça synchronise. Si je change par exemple un lambda d'un mur, il va synchroniser dans la donnée de Revit. Il y a un échange bidirectionnel. Mais pas pour la géométrie, puisqu'il faut quelques garanties quand même que tout le monde ne fasse pas tout et n'importe quoi. Enfin, il y a quand même aussi des niveaux de décision à respecter, quoi. Et ça pose le problème de la propriété intellectuelle de celui qui fait la modélisation, etc., etc. Et là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on soit très très avancé sur toutes ces questions-là, mais bon, ça fait partie des nombreuses questions
à partir du moment où le même objet peut être pris par tout le monde, éventuellement modifié, etc., qui va avoir la responsabilité juridique du modèle? Et si on est pas en BIM niveau 3, ça va être vraiment un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'avance pas si vite, parce que ça, à mon avis, c'est... Parce qu'on est en France. Et parce que non, je ne sais pas si ça pays, existe ailleurs, propriété intellectuelle, niveau 3. Pas à toucher. Tu prends un pays où bon, ça soit dessus. Ouais. Non, je dis pas ça, mais on est quand même dans en France, on est aussi sur un système d'incitation à aller au BIM. On n'est pas dans un système d'obligation. L'Espagne, l'année dernière, était en incitation. En 2020, ils sont passés plus sur de l'obligation, aujourd'hui sur tout ce qui était public. Faut voir ça. Évidemment, les choses bougent à partir du moment où tu as aussi l'État qui fait bouger les choses. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui, une obligation en France permettrait d'évoluer là-dessus? Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que on verra. Il n'y a que la réglementation qui fait avancer les choses aussi. Aussi, bien sûr, sans compter la réglementation qu'on rajoute pour la data. S'il n'y avait pas de réglementation thermique, on ferait encore des passoires thermiques. Exactement. Ouais, complètement. Tant que c'est pas obligatoire, on ne fera pas. Ben voilà. D'ailleurs, la propriété intellectuelle, on peut l'avoir, je crois, aussi sur la partie thermique à partir du moment où elle est, où c'est quelque chose d'innovant en fait. Alors que la propriété intellectuelle de la maquette, quelque part, elle est plutôt au niveau de l'architecte. Voilà. C'est pour ça que, en tant que thermicien, je ne peux pas dire il y a 10 cm d'isolant en plus, tu me le transformes dans la maquette. C'est l'archi qui va le faire. Parce qu'on les prend à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est pas le prix du mètre carré n'est pas le même. Mais tu pourrais avoir un logiciel qui fait en sorte que ton mur il est coloré en rouge et qui clignote. Ouais. Pour dire là, il y a une incohérence entre ce que le thermicien me donne comme épaisseur et l'épaisseur réelle de mon objet 3D. Et dans ces cas-là, il y a un problème, il faut le régler, monsieur l'architecte. Je me demande si la plateforme de CP Center ne fait pas ça, justement. Où il y a, dès qu'il y a une modification, parce qu'ils sont sur un cloud en fait, et dès qu'il y en a un qui modifie quelque chose, ça le notifie pour tous ceux qui sont autour de ce modèle-là. Il me semble que c'est le cas. On a un système architectural en premier lieu qui va aller du coup sur le cloud, qui est le BIM Center. Et ensuite, c'est dans d'autres logiciels où on va pouvoir actualiser la maquette et la faire redescendre. Comme par exemple le thermicien, il va faire redescendre le modèle architectural. Et après, on a un autre outil qui est Model Checker, qui va en gros nous permettre de dire, par exemple, imaginons on est thermicien, on a envie de changer l'épaisseur du mur. En fait, on va pouvoir aller dans Model Checker, dire quel mur, provoquer ce qu'on appelle un incident dessus et dire est-ce que vous pouvez changer l'épaisseur de ce mur, s'il vous plaît. Et ça va donner une notification à l'architecte qui pourra le changer. Mais c'est pas au thermicien de changer la géométrie. Voilà. Parce que CIP a pris l'option de travailler sur des IFC. Enfin, c'est aussi cette... on parlait de philosophie, etc., des éditeurs. Enfin, je parle pas à la place de CIP, mais c'est un peu leur force, on va dire. C'est ce qu'ils déploient, c'est de travailler autour uniquement de l'IFC. Ce qui n'est pas le cas de Revit, par exemple, qui veut rester dans son univers fermé, évidemment.